If you're watching a bird fly, you don't know where he'll go. And you'll see him so free. Au renouveau des Voyeurs de vue. Les Voyeurs de vue est un podcast où deux amis regardent des films devant l'éternel qui sortent au cinéma ou non. Et un de ces voyeurs-là est moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Premièrement, si vous êtes des nouveaux auditeurs, bienvenue aux Voyeurs de vue. Alex, on va expliquer aux gens. Oui. C'est très simple. Je veux dire, les Voyeurs de vue, c'est très simple. On voit des films et on en parle et on colore ça de nos perceptions et de notre personnalité, peut-être. Et si les gens aiment ça, continuent à écouter. Sinon, qu'ils passent leur chemin. Mais les Voyeurs de vue, ça a vraiment commencé parce qu'on a commencé à aller voir des films ensemble, toi et moi. On s'est connus un peu au début de par Internet. T'es chroniqueur cinéma à Gold Montreal. Fait que tu sais, toi, t'as ça dans le sang et on s'est connus parce que tu as fait un article à Gold Montreal sur mon podcast Trois bières. Et puis, on s'est connus un peu par la suite. On s'est parlé une couple de fois. Et à un moment donné, toi, vu que tu es chroniqueur cinéma, tu vas voir des films. Quand on allait voir des films en salle, tu allais à des projections pour les chroniqueurs, pour les critiques de cinéma. Puis, à un moment donné, tu m'as invité alors qu'il n'y a personne d'autre qui voulait aller avec toi voir Jurassic World 2. Ouais, Jurassic World, Fallen Kingdom. Voilà. Et on en a... après ce visionnement-là, on a été dans un bar pour discuter de ce beau film-là. Et une amitié est née. Et on a continué à faire ça. Et par la suite, je me suis dit, tiens, pourquoi qu'on n'enregistrait pas ça? Et on a commencé à enregistrer ça. Et là, c'est ça, les voyeurs de vue. C'est ça qui a une soixantaine d'épisodes qu'on a sortis en premier sur le Patreon de Trois-Bières. Mais maintenant, on vole de notre propre aile. C'est sur lesvoyeursdevue.com. Et vous venez nous écouter en ce moment. Et bref, c'est ça l'émission. Alors, on est là pour vous partager nos points de vue sur de l'actualité de cinéma, sur des films qu'on écoute. On a une nouvelle façon de choisir les films qu'on visionne en ce moment. Fait qu'à la base, avant, dans les débuts des Voyeurs de vue, qui étaient semi-réguliers à ce moment-là, parce qu'il y avait pas, on n'était pas toujours aligné pour aller au cinéma en même temps, fait que c'était pas toujours évident. On allait toujours voir un film en salle. Puis on s'enregistrait souvent au bar ou dans nos appartements respectifs, tout de suite après, à chaud d'avoir vu le film. Et parfois sur le chemin d'être chaud aussi. Ouais, c'est ça. Des fois chaud également, mais c'est rarement arrivé, je dois dire. Mais des fois, comme on a arrêté juste au bon moment. C'était le temps que ça cesse. Mais là, comme en ce moment, les cinémas sont fermés, il y a des nouvelles... Il y a des films qui sortent, mettons, sur Netflix ou sur des plateformes de vidéos sur demande. Le problème avec ça, c'est que moi, je reçois des liens qui sont extrêmement... Je peux pas vraiment les partager. Ça prend souvent, ça prend un code de sel, des affaires de même, ou ça va directement dans ton compte Netflix, des trucs comme ça. Fait qu'on peut pas regarder le même film avant qu'ils sortent ensemble. Fait que depuis le début du confinement, ce qu'on a fait, c'est on est allé un peu pêle-mêle dans notre choix de films. On regardait des choses souvent qui étaient disponibles. Là, on n'allait pas chercher des trucs qui étaient peut-être qui sont sur aucune plateforme en ce moment ou des trucs comme ça, mais on y allait un peu pêle-mêle, on y allait un peu à la va comme je te pousse. Et là, on a décidé cette saison ou dans ce renouveau du Talon Phoenix en 2021 de changer un peu la méthode qu'on va utiliser pour choisir les films qu'on regarde. Fait que là, aujourd'hui, on part de Zodiac de David Fincher. Absolument. Et à partir de Zodiac, on va faire une technique qui s'apparente un peu à Six Degrees of Kevin Bacon, le jeu qui n'existe plus, parce que l'Internet a ruiné ce jeu, mais qui consiste à faire des connexions entre les films à travers les artisans du film. Que ce soit... Là, nous on va se limiter aux réalisateurs, aux scénaristes ou aux comédiens. Mais donc là, dans Zodiac, il y a David Fincher qui a réalisé, il y a James Vanderbilt qui l'a écrit, puis il y a tous les comédiens qui sont dedans, Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Anthony Edwards. Anthony Edwards, bien sûr, de évidemment. Fait que, à partir de ça, on va sélectionner le prochain film
pour avoir un peu une continuité de... Fait que chaque film est connecté d'une façon ou d'une autre. Sans qu'on fasse, mettons, des franchises ou qu'on fasse des ça, ou qu'on tombe dans une série à vitam aeternam, ou de faire un podcast qui est littéralement, on regarde tous les films de Francis Ford Coppola, mettons, un après l'autre. Il y a des podcasts, il y a un podcast que toi et moi on aime qui s'appelle Blank Check qui fait ça. Nous allons pas faire ça. Nous allons nous promener. Oui, car nous respectons l'originalité des autres podcasts et nous ne copions pas. Voilà. Mais c'est sûr qu'il y a un podcast de deux dudes blancs qui parle de films. On n'a pas inventé ça. On n'a pas inventé ça. Il y a une limite à l'originalité de la forme aussi, à un moment donné. C'est ça. On va commencer avec une petite nouvelle, un genre de petite nouvelle de la semaine, Oui. qui est sortie aujourd'hui, mardi, qui est la journée des nouvelles sorties sur iTunes. À chaque mardi avant midi, là, à 10h30, 11h, je vais checker sur mon iTunes, je check tous les nouveaux films qui sont sortis, puis s'il y a des rabais sur d'autres films à acheter, puis j'en achète pratiquement jamais, mais quand il y en a un, je suis comme « Oh yes, là, j'y vais ». Mais bref, je suis là pour... on parle d'une autre plateforme, c'est Netflix a annoncé aujourd'hui, dans le dernier mois, en fait, même dans le dernier mois et demi, ça a été un mois où les studios et les grosses plateformes ont commencé à révéler leur plan pour 2021 parce que on est en pleine pandémie. La porte ne semble pas... la porte de sortie n'est pas proche encore. Même aujourd'hui, je pense que le monde disait comme « Ah, peut-être cet automne, on va être correct. » Ouais, tout le monde vacciné d'ici l'automne, je crois. Ça, c'est au Québec, mettons. Là, pas nécessairement partout dans le monde. Fait que les plateformes commencent à annoncer ce qu'ils font. Comme Warner Brothers, on en a parlé. Ils ont décidé qu'ils allaient tout mettre sur HBO Max. Disney ont moult patentes qui ont annoncé. On a fait un épisode spécial là-dessus d'ailleurs. Alors, on vous invite à aller checker ça dans nos archives. Et on a là, aujourd'hui, Netflix a annoncé qu'il allait sortir 71 films originaux durant 2021. Et ils ont, dans un genre dans une vidéo de 5 minutes à peu près. Non, même pas, c'est pas mal moins long que ça. C'est comme 3 minutes. Là. C'est vraiment la grosseur ou la longueur plutôt d'un vidéoclip. Là, 3 minutes. Là. Avec des quick cuts qui nous montrent plein de films qui vont sortir. Dont, bien sûr, Red Notice de Rawson Thurber. Oui, le grand Rawson. C'est grand auteur. C'est grand auteur qui travaille quasiment exclusivement avec The Rock et qui va sortir un film avec The Rock, Ryan Reynolds et Gal Gadot, entre autres. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça, là, Alex? Ces 71 films-là qui s'en viennent vers nous. Écoute, je l'ai... Je l'ai regardé 2 fois, parce que je l'ai regardé ce matin quand c'est sorti, puis là, je l'ai regardé après. Parce que la première fois, tu étais comme, je suis en train de rêver, c'est si beau. On va le regarder une deuxième fois pour être sûr que je rêvais pas. Est-ce que tout ce qu'on me promet peut vraiment exister? T'sais? Puis, je l'ai réécouté tantôt, puis pour moi, honnêtement, pratiquement tout ce qu'on voit là-dedans a l'air d'un faux film. Ça a l'air de... Tantôt, j'ai dit des films dans Entourage, mais aussi les faux films d'Adam Sandler dans Funny People. Ouais, ou des posters qu'on voyait dans le background dans 30 Rock. C'est ça. Ou tu sais, comme dans Seinfeld, il y a tout un épisode sur Sack Lunch. Là, elle veut aller voir Sack Lunch à la place d'aller voir The English Patient. Tout ce qu'il y a sur Netflix a l'air de Sack Lunch. Ça a l'air d'être une affaire qui a été inventée par un scénariste, non pas pour faire un film, mais pour fitter à l'intérieur d'un scénario. Comme... Mettons, tu fais une comédie romantique, les deux personnes se rencontrent sur un plateau de tournage, ils tournent un film de Jason Momoa, puis c'est ce film-là qu'on voit dans l'affaire-là. C'est Jason Momoa est en bedaine, se bat contre du monde pour aller sauver sa fille, contre des motards, quelque chose. Il n'y avait aucune personnalité dans quoi que ce soit que j'ai vu de cette vidéo de Netflix-là. Après ça, c'est sûr qu'il y a des films dont j'ai vu littéralement 1 seconde. Donc, c'est difficile pour moi de dire ce film-là n'a aucune personnalité parce que c'est ce frame-là que j'ai vu d'1 seconde n'avait pas de personnalité. Mais je trouve que ça en dit long, je pense, sur comme on voit la tactique de Netflix changer. Parce que là, au début, Netflix se positionnait un peu comme ils ont donné tout l'argent pour faire la restauration du film perdu d'Orson Welles, The Other Side of the Wind. Ils ont donné tout l'argent nécessaire à Martin Scorsese pour faire The Irishman, un film presque trop long pour sortir au cinéma. Ils se sont positionnés comme les sauveteurs un peu de
du cinéma d'auteur, puis tout ça. Ouais, en fait, ils ont fronté Roma pour Alfonso Cuarón, Exact. toutes ces affaires-là. Là. Puis, je pense que ça ne s'est pas, ou est-ce que certainement en pandémie, sans la machine de hype qui tourne autour. Parce que un film comme, justement, Roma, il y a un énorme hype qui tourne autour de ça qui a rapport avec la sortie en salle, quand même. Tu sais, il y a un peu de pomp and circumstance, comme on dirait en anglais, là, qui tourne autour du fait que Roma, tu sais, ça joue dans des festivals, ça joue. Il y a des premières mondiales, les gens font la tournée. Ben, Roma, moins, mais tu sais, ils font la tournée des late night et tout ça. Puis là, en pandémie, on ne peut pas vraiment faire ça. Puis, comme on l'a vu avec cette année avec Mank de David Fincher, justement, parlant de David Fincher, qui s'est un peu cassé la gueule. T'sais, ce n'est pas un film qui est resté longtemps sur. Il y a eu beaucoup, dans les cercles de cinéphiles, beaucoup de jasage là-dessus. Mais comme mes parents m'ont parlé de Roma, mes parents m'ont jamais parlé de Mank. Puis Netflix positionnait Mank, je pense, comme étant son Roma cette année. Même, Marriage Story, qui est un film pas mal moins. Marriage Story, c'était Netflix, right? Oui, c'est bel et bien Netflix. Ouais. OK, parce que moi, je l'ai encore. Là, des fois, je me mêle parce que je l'ai. Marriage Story, par exemple, je l'ai vu à TIFF l'année passée, donc je me souvenais plus, tu sais. En tout cas, bon, bref. Marriage Story aussi, un film dont on a beaucoup parlé, tu sais. Puis ça, c'est en partie à cause, je pense, que quand il y a un monde extérieur, c'est le moment où tu parles de des choses comme Marriage Story, tu sais. Tandis que là, ce qu'on voit un peu, c'est sur l'actualité présentement aide pas vraiment, là, mais des waves qui durent 12 heures de genre grand film de merde. On est tous tannés de parler de ça. Puis ça, c'est avant qu'il soit sorti sur Netflix. T'sais. Toutes les critiques n'en parlent, ils veulent être les premiers. Il y a beaucoup de clickbait qui se fait avec ça. Fait que je pense que Netflix s'est dit pour le moment, fuck le prestige, parce que là, en plus, tout le monde est à la maison. Quand t'es pogné à la maison, t'es déprimé parce que tu peux plus rien faire. Tu veux de la merde, tu veux de la crap familière. Puis ça a l'air d'être exactement ça qu'ils sont en train de nous servir. Puis ça a l'air nul. Les films ont l'air mauvais. Je sais, j'ai rien vu que j'étais comme ah oui, cool, nice. J'ai entendu parler de ça, puis j'ai des bonnes attentes. Je regarde un peu là, la liste là, des affaires de Netflix là, en ce moment. Écoute, moi, regarde, tu dis qu'il n'y a rien de spécial, mais encore là, le Raw Dog lui-même, Raw Dog Turber, il va nous mettre on notice. Red Notice. Mais ça a l'air fucking mauvais. Genre, Red Notice. Oui, ça a l'air terrible. Mais... Ça a l'air de Hobbs and Shaw, là, genre. Oui, ça a l'air exactement de ça, oui. À ce niveau de style de cochonnerie luisante, avec aucune personnalité, avec des acteurs qu'on a déjà aimés qui, clairement, vont faire des choses dont... Ryan Reynolds, je pourrais déjà te l'écrire. Demain, tantôt, demain, 24 heures, je vais t'écrire tous les liners que Ryan Reynolds va donner dans Red Notice, là, Comme ça m'intéresse pas, puis même, tu sais... En plus, pour moi, personnellement, l'intérêt de voir un film de même à la maison est de zéro. Il n'existe pas. Tu sais, Six Underground, j'aurais été content d'aller voir ça un mercredi soir avec toi, puis d'aller au McLean's après, puis tu sais... Mais là, Six Underground est sur Netflix et je ne veux pas le regarder. Je m'en calisse. Je ne vais jamais le regarder, je pense. Tu sais, ça ne m'intéresse pas. Non, même chose pour moi aussi. C'est pour ça que je pense aussi que autant, puis regarde, moi j'aime mon cinéma d'action. Toujours pas vu Extraction parce que je suis comme Extraction, ok, au cinéma tu vas le voir. Puis là, je suis très peu intéressé. Borderline, il sort au cinéma, puis après ça, tu fais je peux pas aller le voir au cinéma, je vais le regarder sur Netflix. Mais on dirait que tu perds tout, tu sais, comme juste l'expérience de mise en marché et de mise en conscience d'un film est tellement différente que pour moi, ça n'a aucun attrait. Puis là, je pense que ça va être une affaire où les Zoomers, la génération des Zoomers, vont sûrement mettre moins d'emphase sur, justement, le cinéma parce qu'il va y avoir eu une période de leur vie entière où il n'y en avait pas de cinéma. Fait que l'idée, nous autres, on parle tout le temps, quand on a vu un film, quand on parle d'un vieux film, ça dit, on dit tout le temps, je l'ai vu au cinéma en 1996, puis en même temps, il y a du monde, des kids de 18-19 ans qui ont vu bien plus de films que moi, j'avais jamais vu à cet âge-là, puis tout sur leur selle. Fait que c'est sûr, c'est différent, mais je trouve que là, l'écart d'âge entre les générations est trop grand pour l'approche Netflix, dans le sens que, le monde, les parents, puis le monde, qui serait peut-être intéressé par des films de prestige, puis qui verrait, mettons,
une forme de sortie culturelle à aller voir ça, ben, ils vont pas nécessairement regarder Mank. Fait que, après ça, qui va regarder Mank? T'sais, pas des flots de 18 ans, pas, t'sais. Puis je dis pas, moi, Mank, j'ai quand même aimé ça, mais je dis, c'est pas comme un grand film, là, je te dirais. Mais ça a lieu d'être, ça a le droit d'exister, puis j'en serais fort aise si c'était le cas au cinéma. Mais là, je trouve ça un peu, je sais pas, c'est anticlimatique. On dirait que c'est moins le fun de parler d'un film qui se dompe direct à Netflix, puis que, tu sais, Ouais, il n'y a c'est. pas d'événement culturel autour de ça. Ouais, c'est ça. Bon, regarde, on n'arrête pas de parler. Ah oui, aller voir des films, on buvait après, blablabla. On parle en vieux monsieur qui s'ennuie de l'ancien temps. Mais oui, c'est vrai, il y a tout de même ça de rattacher à comment on allait voir les films, que là, c'est comme. Eh, bébé. Tu sais, c'est juste plus là. Puis encore là, avec Netflix, ces 71 films-là, tu sais, je suis comme pas plus titillé qu'il faut. Il y avait un western qui avait de l'air cool. Ouais, c'est. Ouais. The Harder They Fall. The Harder They Fall, ça avait de l'air comme. C'est la seule affaire. Je suis comme, oh, crime, un western. Ouais. Mais c'est juste comme le genre qui a popé plutôt que tu sais, comme. Mais le ouais, film. puis aussi les scènes, ben je pense en tout cas, mais les scènes qui montrent du western, c'est comme un making-of. C'est pas les vraies scènes du film, tu sais. Parce que c'est vraiment laid, c'est vraiment mal éclairé. J'espère que ça va pas avoir l'air de ça, parce que pour vrai, ça a vraiment l'air de, tu sais, comme Box Office là, avec Marie Lozic quand il montrait du behind the scenes, de genre, Ben Affleck tourne un film à Montréal, puis c'est des petits guns qui font. Ouais. Puis tu vois un rideau, puis une bâche, là, puis tout. Fait que ça avait un peu l'air de ça, fait que je vais me garder une petite gêne de juger ce film quand même parce que ça n'avait pas l'air tout à fait prêt. Tu sais, il y a quoi? Il y a un film de. Nouveau film de Lin-Manuel Miranda, son premier film qu'il a réalisé. Oui, Tic Tic Boom, qui est basé sur la comédie musicale de Jonathan Larson, qui était la comédie musicale qui est écrite avant Rent. Ah, ok. Puis, je sais pas si tu le savais, mais Jonathan Larson est mort la journée de la première de Rent. Fait qu'il n'a jamais vu son œuvre devenir méga huge. Et Tic Tic Boom parle beaucoup de lui qui angoisse d'avoir 30 ans puis pensant qu'il ne va jamais arriver à rien dans la vie. Et j'ai vu une production, une petite production montréalaise de Tic Tic Boom. Puis, m'a dit que c'était, j'ai pas capoté, mais je pense que c'était pas la meilleure version possible de cette œuvre-là. Fait que je suis tout de même curieux de voir ce film-là. Mais sinon, encore là, c'est justement ça, Lin-Manuel Miranda puis Halle Berry qui disent toutes les deux comme j'avais jamais fait de film avant. Puis là, je réalise un film pour la première fois. Ça, je trouve ça un peu intéressant. Mais sinon, d'avoir le premier film réalisé par des acteurs ou du monde qui ont fait autre chose au cinéma, je trouve ça cool. Mais sinon, c'est ça, c'est extrêmement fade. Ouais. Il y a quelque chose qui s'appelle Escape from Spiderhead, qui est le pire nom stupide de film. Ils sont mieux de se sauver d'une vraie tête d'araignée pour de vrai. Sinon, non, là, ça a l'air d'être une affaire de science-fiction, de je sais pas trop quoi le Chris avec Chris Hemsworth. Puis dans le trailer, c'est Chris Hemsworth qui fait du bateau. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a pas grand-chose que je trouve tant intéressant dans ce qu'on a vu. Après ça, là, comme je regardais un peu la liste des films qui s'en viennent, il y a aussi plein de films qui ne doivent pas être assez prêts pour pouvoir le mettre dans le trailer. Ça, c'est peut-être plus. Je sais pas, tu sais. Netflix ont fait des bonnes affaires, ils ont pris des bonnes chances, puis ils ont fait, tu sais, quelque chose comme Tiger Tail ou. Je ne l'ai pas vu, mais I'm Thinking of Ending Things. Des films qui sont quand même des films d'auteur, des films qui sont. Ma Rainey's Black Bottom. Des films qui sont quand même. Il n'y a plus de place pour ces films-là. Puis c'est bien que ce soit sur Netflix, mais là, ils ont l'air aussi de vouloir prendre la place pour les films qui sont déjà là. Je sais pas comment dire. Comme de vouloir être fakir à la place du fakir. Je suis pas tant. Je sais pas. Mais tu sais, je suis sûr qu'il va y avoir des bons films de Netflix cette année. Il y en a tout le temps. Je ne serais pas tant sur le monolithe de Netflix en tant que, tu sais, comme il y a beaucoup de monde qui ont juste Netflix puis qui s'est rendu ça, écouter quelque chose, c'est je fais du Netflix, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est pas. Je trouve que Netflix a de loin le pire catalogue de tous les streamers. Là. Genre, je vais jamais. Mais là, il y a des Office dessus. Pour la TV, c'est pas la même chose, mais je parle cinéma. Ouais. Tu sais,
à part leur propre production à eux autres, puis même là, la majorité, c'est de la merde, je trouve pas que c'est particulièrement intéressant. Fait que, c'est ça, je dirais que c'est pas... Il y a aussi toutes les acquisitions, là. Uncut Gems, c'est considéré un film de Netflix, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est pas une production Netflix, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a ça aussi, là. Il y a des films que pour nous sont des films Netflix de l'extérieur, mais qui sont pas des films que Netflix, parce que je pense que c'est ça la différence, c'est vraiment la production, l'idée de production Netflix, c'est super algorithmé. Dans aucun autre monde, t'aurais un film que c'est Gal Gadot, puis The Rock, puis Ryan Reynolds. Ça, c'est de la shit là, de AI qui écrit un film. Le monde aime ces 3 personnes-là. Tu sais, puis, en tout cas, faut pas commencer là-dessus, là, sérieux, là. Mais moi aussi, je les aime, c'est ça le pire, mais tu sais, comme la partie qui est intéressante pour moi, en tout cas, certainement, d'aimer, mettons, des acteurs ou des réalisateurs, c'est de ne pas savoir à quoi s'attendre avec leur prochain projet. Mm-hmm. Puis The Rock, là, il y a horreur de ça. The Rock, il veut que ça soit Skyscraper, c'est du macaroni au fromage sans nom dans une boîte jaune. C'est écrit macaroni au fromage, ça goûte le macaroni au fromage. Je ne vais jamais vous disappoint. I am The Rock. C'est ça la vie. C'est cette partie-là que pour moi, ouais, c'est. Mais ça m'intéresse pas. Je dis pas qu'il devrait pas faire ça parce que clairement, ça marche financièrement, mais moi, ça m'interpelle zéro. L'affaire avec The Rock, c'est que, tel une pierre, il est poli. Il est rendu, il est lisse comme sa face. Mais tu sais, il a tout de même fait beaucoup de films. Il y a beaucoup de genres avant qui se trouvent puis qui donnent un monsieur générique qui est always on the grind, hashtag 24/7 Iron Paradise. Il mange 10 pizzas le dimanche soir. Il mange 10 pizzas sur le dimanche soir, puis il vit sa vie. Autant qu'il veut être comme Arnold, il fait aucun film qui va aller bas comme, mettons, un mauvais Arnold, mais il va jamais avoir un Terminator 2. T'sais, il va jamais avoir un Terminator, il va jamais avoir un Predator, il va jamais monter haut comme Arnold. Il est juste comme dans le neutre. Il fait du Eraser. Tous ses films, c'est Eraser. Exactement, oui. C'est correct, Eraser, là. C'est fun à regarder quand, justement, quand il reste 20 minutes de ça, puis tu essaies d'écouter quelque chose d'autre. C'est de la grosse énergie tu pognes la fin de ça avant d'écouter OD ou... c'est ça, ouais. Ou Big Brother. Je suis pas contre ça, mais ça peut pas juste être ça qui existe. Puis The Rock, justement, pour le prendre en exemple, mettons, entre 2010 et 2013, là, dans ce bout-là, il faisait des films weird, il faisait des choix étranges de films, quand même low budget, genre Faster ou Empire State. Des films qui sont pas vraiment bons, mais qui sont des films conçus dans le but un peu d'ajouter des facettes à une personnalité, mettons. Puis ça n'a pas fonctionné parce que c'était souvent des films à petit budget. The Rock n'était pas encore nécessairement prouvé entièrement comme star. C'est pas vraiment arrivé avant les films de Fast and Furious, honnêtement, que le Hercule de Brett Ratner, c'était pas comme « Oh wow, The Rock est dans un film! » Non, ça Fait que tu sais... Puis là, je pense qu'il est juste, c'est ça, c'est une valeur sûre de faire des films un peu plates qui sont tout le monde, tu sais, what you see is what you get, ce qu'il y a sur la boîte, c'est ce que c'est, ce qu'il y a dans le petit carré Netflix va te satisfaire. Puis, ça n'en prend des films de même, mais peut-être pas au détriment de toutes les autres affaires weird qui pourraient exister, tu sais. Ouais, bref, beaucoup, on est vraiment enthousiaste face au futur des films de Netflix. Ouais. Sérieux, mais c'est tout de même bon qui showcase comme justement le film de The Rock parce que c'est comme un peu ce que je pense je trouve que ça représente bien ce qu'ils vont nous servir d'une certaine façon. Là. On comprend pourquoi c'est le porté-étendard de ça. Je suis sûr que ça s'appelle Red Notice à cause que le N de Netflix est rouge. Je suis sûr que c'est une affaire de même. Là. Ouais, ou ils peuvent faire un poster rouge, puis ils vont le sortir après telle affaire, puis... Je sais pas, c'est vraiment déprimant en fait. Je pense, mais tu sais, je clique des titres que je connais pas là, dans la liste, puis tu sais, il y a des films de réalisateurs que je suis comme ah ok, tu sais, je savais pas que c'est. Ben, mettons, le prochain Joe Wright, il est sur The Woman in the Window, il est sur. Tu sais, je suis pas sûr que ça va être bon, mais tu sais, en tout cas, ça a plus de classe, tu sais, qu'un esti de film de fucking Jason Momoa, que j'ai rien contre, mais tu sais, qui est pas une star vraiment. Tu sais, lui, il est Aquaman, mais des films de Jason Momoa tout seul, tu sais. Jason Momoa, il tourne encore une petite émission de trappeur là, en Saskatchewan, là, qui est genre 10 saisons, c'était à History Channel, ou je sais pas trop. Ouais. Il est peut-être juste d'arrêter de tourner ça. Fait que c'est pas vraiment une star.
pour moi, tant qu'à ça, c'est quasiment comme c'est l'équivalent d'un Jean-Claude Van Damme. T'sais. Ouais. Fait que c'est comme je suis pas tant excité pour les films de Jean-Claude Van Damme, car peu importe si j'y pense ou pas, il va continuer à exister. Fait que c'est comme c'est pas. Écoute, on est là. Alex, qu'est-ce que tu dirais qu'on passe au film de la semaine? Yes! Faisons ça. Notre film de la semaine est un film de 2007 de David Fincher. C'est Zodiac, qui est, c'est ça, le film de David Fincher, et qui est écrit par James Vanderbilt, qui est un nom qui peut-être vous dit rien à vous, mais moi, aussitôt que j'ai entendu, que je l'ai lu dans le générique, j'ai comme « Hey, c'est-tu le gars qui a écrit Amazing Spider-Man 1 et 2? » Puis j'ai comme « Ben oui, c'est lui. » Alors, il a aussi écrit Murder Mystery de Adam Sandler. Fait que, mettons que tu laisses tes yeux glisser sur la page Wikipédia de Zodiac. Mettons que c'est dit que David Fincher il a réécrit le script en masse, mettons. C'est l'adaptation du livre de Robert Graysmith. Qui parle de ses propres expériences et qui est une enquête justement sur le tueur du Zodiac. C'est un tueur en série qui a terrorisé la région de San Francisco durant les années 60 et 70. Puis il niaisait la police et les médias en leur envoyant des lettres, des codes. Puis ça reste comme un des crimes non résolus. Les plus populaires, genre dans l'imaginaire criminel américain. Là, ça reste il y a des grands mystères et tout ça. Puis on sait que c'est potentiellement Ted Cruz aussi. Le mystère plane encore là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est lui qui a été tué les deux adolescents sur un hurdy-gurdy au début du film? On le sait pas. Alors, c'est vraiment un film simili avec une saveur historique, mais qui vient dans un emballage de séries policières, de films policiers. Je ne sais pas c'est quoi trouver le bon terme francophone pour procedural. Mais tu sais, une histoire qui est vraiment articulée par la procédure judiciaire et criminelle et policière de l'enquête. On pourrait dire que dans le fond, c'est un drame d'enquête. Et à travers tout ça, on voit, on visite les médias qui couvraient l'affaire, les policiers qui enquêtaient sur l'affaire, des gens qui étaient touchés, qui ont été attaqués par le Zodiac Killer, des gens qui ont été suspectés. Puis ça s'étire sur plusieurs années. Et c'est ça. Zodiac, on suit justement Graysmith, qui est bien sûr un des 6 personnages qui existent dans les situations dramatiques, le cartooniste obsédé, qui est voisin de bureau de Robert Downey Jr., qui lui est un reporter qui est sur le beat policier. Et il commence à s'intéresser à cette enquête-là. En même temps, on a aussi les 2 policiers qui sont joués par Anthony Edwards et Mark Ruffalo qui enquêtent là-dessus. Fait qu'on a tout ça. Pas que c'est un film fleuve, mais c'est rivière. C'est tout de même gros et ça coule de source. Là. C'est que il y a beaucoup de personnages dans le film. À part, Jake Gyllenhaal et Mark Ruffalo sont les personnages principaux. Là. C'est eux qu'on voit à la maison ou à l'extérieur de l'enquête en tant que telle. Tout le reste du monde ont pas mal une fonction, sont fonctionnels. Robert Downey Jr. un peu, mais reste quand même un peu en marge, un personnage de soutien. Moi, je te dirais, c'est ça, on a parlé de procedural policier, mais aussi un film de journalisme. C'est dans la même mesure que The Post ou All the President's Men, qui sont des films d'enquête de journalisme, mais ce qui est vraiment fou de Zodiac, je trouve que ça fait vraiment bien, c'est que c'est les deux. Des fois, c'est Jake Gyllenhaal qui est autant un policier qui est un journaliste, mais en fait, il est aucun des deux, il est cartooniste. Oui. Puis je pense que ce qui est vraiment, vraiment bien fait, ce qui est il y a tout dans ce film-là est une force. Mais pour moi, la force qui fait que toutes ces affaires-là, que le film fait bien, tiennent ensemble, c'est le fait qu'on ne voit aucune délimitation entre les histoires, les perspectives. Tout est mêlé ensemble. Puis ce que tu vois, même si ça vient parfois de 4 points de vue différents, ou plus même, parce que il y a toutes les scènes de meurtre qui sont comme tournées séparément, un peu comme des films d'horreur. Jamais que t'es comme, je suis qui, je suis avec qui, je suis où, c'est qui lui, le film est tellement dense d'informations puis de procédures que c'est plus facile à suivre qu'un film qui serait un peu plus basé sur les engrenages narratifs, mettons, je pense. C'est facile à suivre, mais c'est super dense. Des fois, il y a 10-15 personnages. Ça aide beaucoup que
au niveau du casting, il y a énormément de faces que tu reconnais, comme Elias Koteas, mettons, qui jouait dans Les Tortues Ninja. Oui. Qui Qui, avec son spot chauve, a l'air d'une version live action, mais hunky de Gargamel. ouais, c'est ça. Des Schtroumpfs. Fait que, lui, il joue, mettons, un policier dans un poste où il y a eu un meurtre dans cette région-là. Mais quand même, il revient tout le temps dans le film. Il est un point de référence, c'est quelqu'un à qui il parle. Puis il faut que tu le reconnaisses. Puis là, tu sais tout de suite, OK, lui, c'est le gars de Vallejo. Puis il revient. Il est là pour les moments où on parle du meurtre de Vallejo. Il n'est essentiellement qu'un engrenage narratif, mais ça paraît pas. Puis ça, je trouve que c'est vraiment... moi, je l'ai vu souvent. Zodiac, je pense que ça va être au moins la 4e fois que je le voyais. Puis à toutes les fois, je suis comme... il n'y a rien qui dépasse. C'est un 3 points, comme on utilise souvent. Là, c'est nothing but net là, du milieu. Là, ouais. Il n'y a rien qui dépasse. C'est sûr que c'est long. Puis des fois, c'est un peu verbeux et charabiateux. Mais c'est jamais... Tout est là pour une raison. Puis pour un film dans ce domaine, je trouve que c'est plutôt impressionnant. Ouais, moi, je l'ai vu pour la première fois ce week-end. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est à quel point il nous amène dans la raid, dans le manège procédure policière. Le thrill, ultimement, de ces affaires-là, c'est de pogner le méchant à la fin et d'avoir toutes les preuves et les détails alignés ensemble et de faire un casse-tête qui se forme. Voici pourquoi lui, il l'a fait, toutes ces affaires-là. Mais ce film-là refuse de le faire véritablement et il refuse de le faire en montrant à quel point une enquête peut être compliquée et difficile et remplie de faux, de cul-de-sac et de problèmes et de non, ça c'est circonstanciel, tu peux pas amener en prison, ça va pas être, ça va pas marcher. Fait que ça parvient à être un excellent exemple de procédure policière, puis en étant son contraire en même temps. Puis ça, j'étais vraiment comme fucking wow, pareil. Tu sais, t'as même une scène où on va essayer de... On spoilera pas trop, mais où ce que Jake Gyllenhaal pense qu'il est potentiellement chez le Zodiac et potentiellement en danger. Tu sais, c'est comme un morceau de film d'horreur que tu as vu dans des films de profiler, de tueurs en série des années 90. Tu sais. Fait qu'il y a même ces éléments-là, comme tous les morceaux de genre sont là, mais pour devenir autre chose en même temps. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. En plus, tu sais, pitch-moi cette autre balle-là à jongler en plus, puis elle rentre dans le cercle de balles, dans la jonglerie sans problème. Mais avant qu'on continue, toi, c'est quoi ton opinion face à David Fincher? Là? Quand un nouveau film de David Fincher sort, t'es hype? Qu'est-ce que tu penses de Fincher en général? Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup David Fincher, mais ça dépend beaucoup des autres éléments. Comme David Fincher, en tant que tel, n'est pas assez pour me hyper. Fait que, comme Mank, je n'étais pas tant hype pour ça. Je voyais ça arriver, puis je faisais, ouais, ok, genre, j'ai comme un peu une idée de qu'est-ce que ça va être. C'est pas ça que je préfère, c'est ça. Moi, ce que je préfère chez Fincher, c'est l'exactitude, puis la granularité qu'on retrouve dans Zodiac, le souci du détail maladif, on le trouve pas dans tous ses films. Je trouve, mettons, Gone Girl est quand même similaire à Zodiac. J'aime beaucoup Gone Girl. Quoique plus une satire, là, plus un peu comédie noire, grand guignol un peu. Là. Mais je trouve que les deux ont un peu la même approche là, de genre. On prend une affaire où ce que tous les morceaux doivent être en place pour que ça fonctionne. Puis là, lentement, un par un, on monte le mur avec les petites roches. Puis à la fin, tu fais waouh, j'ai même pas remarqué qu'on est en train de construire un mur. T'sais. Je trouve qu'il est vraiment bon là-dedans. Je trouve qu'il est moins bon dans l'expérimentation. Il y a un peu un... David Fincher a un peu un penchant comme Steven Soderbergh de vouloir faire des shit pour le principe de le faire. Juste comme, ça va être... C'est ça, Mank, ça va ressembler à un film des années 40 parce que ça se passe dans les années 40. Benjamin Button, on va aller niaiser dans des effets spéciaux qui sont complètement niaiseux ou très absurdes. Mais le film peut pas fonctionner si tu crois pas à toutes ces affaires de make-up. Fait que tu sais, je l'aime beaucoup, mais comme je te dis, c'est pas vraiment... L'existence de David Fincher est pas assez pour me faire saliver pour un film. Mais encore, tu sais, mettons, j'ai quelque chose comme The Girl with the Dragon Tattoo, qui est ce qu'on appelle en français Millennium. Oui.
tu sais, qui est une très bonne façon de faire un film un peu plate. Tu sais, il est meilleur. Moi, je trouve que la version de Fincher est plus intéressante que celle-là française, là, Mhm. avec Noomi Rapace. Mais, ultimement, tu sais, je sais pas je pense qu'il y a déjà tout ce qu'il y avait à dire sur justement ce genre de film de thriller d'aéroport, tu sais, de best-seller. Il l'a mieux fait dans Gone Girl, ce qui est après, mais tu sais, comment dire. J'aime crissement mieux que ce soit David Fincher qui s'attaque à quelque chose qui a un de. Tu sais, mettons le dude qui a rasé de Lincoln Lawyer. Mais pour moi, je pense que des fois, ça revient un peu au même. Tu sais, c'est juste une Mhm. version pimpée de cette affaire-là. Tu sais. C'est une affaire qu'on a parlé une couple de fois au voyeur de vue. Tu sais, l'idée que beaucoup de films qui sont devenus des classiques de nerd pour nous des années 80, mettons un Back to the Future Mhm. ou des affaires comme ça, ont été faites par du monde dont les aptitudes étaient plus hautes que le genre. Mhm. Fait qu'ils ils ont appliqué leurs aptitudes, fait qu'ils ont fait quelque chose de vraiment meilleur et de singulier. Mhm. Et que souvent, maintenant, quand quelqu'un essaie de faire Back to the Future, ben. Il essaie de répliquer Back to the Future. Il Ouais. essaie de rendre hommage au produit final plutôt qu'à l'attitude. Mhm. Tu sais, je pense. Fait que- L'approche est jamais répliquée, c'est tout le temps le produit final qui est répliqué. Fait que moi, je trouve que David Fincher, dans ses films que j'aime beaucoup, c'est ça qui fait le mieux. Je trouve quand tu parles justement de romans d'aéroport, de best-seller d'aéroport, tu sais, Gone Girl, c'est ça. Je trouve que Zodiac, c'est ça. Je trouve aussi que Seven, Ouais. c'est ça. Social Network, qui est, tu sais, qui est quand même. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Puis, Ah, tu sais, je suis dû pour le revoir, moi c'est aussi. intéressant parce que maintenant, on a une structure à notre show qui permet qu'on connecte les films ensemble. Alors, peut-être verrons-nous Social Network. Très bientôt, on va C'est voir. ça, on va voir. Mais C'est différent un peu parce que ça n'a pas ces éléments de genre là, tu sais, que les trois films qu'on vient de mentionner ont. Mais justement, c'est granulaire as fuck. Là. C'est genre, voici plein de tabarnak de détails, ça n'arrête pas une seconde. Tu sais. mais, Il n'est mais pas tu, supposé comprendre ce qui se passe, mais le v'là. Là, tu sais. mais tu vois là-dedans, moi, ce que je trouve intéressant maintenant avec Social Network, c'est je crois que c'est plus lui se faire pitcher un script d'Aaron Sorkin qui est justement super granulaire puis super exact dans ses dialogues puis toutes ces affaires-là, qui est comme Ah, OK, moi, je suis capable de fouetter ça, cette affaire-là, puis de le faire marcher. Mieux qu'Aaron Sorkin lui-même, je te dis. Non, c'est ce que regarde. Le bon Aaron, je l'aime bien, là, mais d'ailleurs, il faudrait que je voie Chicago 7 bientôt. Là. Mais à date, pas tant. Regarde, moi le suivre anyways, là, mais la réalisation, juste correct, mettons. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, bref, quand il s'attaque à ces affaires-là, je trouve que c'est là qu'il est vraiment bon. Puis, il devient quelqu'un qui, quand il s'attaque à ces genres-là, sculpte la patente pour quelque chose. Comme si tu regardes, mettons, les shows, les thrillers policiers à TV, à CBS, qui deviennent des formules, des affaires comme ça ressemble toutes. Quand David Fincher fait un truc policier, tous les shows de télé policiers finissent à ressembler à ce que David Fincher a fait. Il est super comme. Il y a beaucoup d'influence de cette façon-là. Là. Ben, tu sais, j'ai pas vu House of Cards, hein, mais House of Cards, c'est lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un gap de 6 ans entre Gone Girl et Mank. Il a aussi fait Mindhunter qui est sur Netflix, qui est vraiment bon puis qui s'apparente énormément à Zodiac. Là, on s'entend. C'est ça. Fait que là, en ce moment, si vous avez vu Mindhunter et vous avez vraiment aimé ça, puis vous n'avez pas vu Zodiac, allez voir Zodiac. Mindhunter, c'est vraiment bon, mais moi, ce qui m'a impressionné aussi en écoutant Zodiac, c'est comme, OK, ça prend des fois 7 épisodes de Mindhunter pour faire ce que Zodiac fait en 2h40. Là, c'est une version, c'est sûr qu'il y a un argument pour la richesse du format de la série. Tu peux développer sur plein d'affaires, mais essentiellement, tout ce qui est dans Mindhunter, ça vient de Zodiac. Même affaire, c'est comme un truc de meurtre où il n'y a presque pas de scène de crime. On voit les meurtres, mais c'est pas une affaire tant policière que ça. Mais aussi, oui, à travers toutes ces affaires-là, je trouve que je serais pas prêt à dire que Zodiac, c'est comme le brouillon de Mindhunter, mais les deux se parlent en esti. Puis c'est ça, c'est là ça qui est vraiment bon. House of Cards, je sais pas. House of Cards, là, c'est rendu une œuvre damnée que je ne pourrais pas regarder. Mais... Ouais, ça, c'est. J'ai jamais discuté dedans, mais là, c'est difficile. Déjà là que.
Ça fait une couple d'années que je me dis, hey, je devrais écouter Superman Returns, mais là, il y a 2 gros strikes contre Superman Returns en ce moment. Ben, en ce moment, pour toujours. Pour toujours. Pour toujours, c'est ça. Mais tu sais, je pense que ça va être correct. Moi, je pense. Puis là, pour parler de ça, quand Kevin Spacey va mourir, ce que j'espère qu'il est assez récent, bientôt, là, genre. Moi, je sais pas, moi, je pourrais attendre un autre Noël, qu'il y ait un dernier vidéo. Un autre Let Me Be Frank, s'il vous plaît. Un autre Let Me Be Frank, s'il vous plaît. Là. Une autre vidéo qu'on puisse les écouter back-to-back. Qu'on ait au moins une demi-heure solide. Une fois que les monstres sont morts puis ne peuvent plus bénéficier du tout de l'attention qu'on leur porte, je pense que c'est correct de revisiter des trucs, comme on peut le faire avec Klaus Kinski, qui était comme un psychopathe. Là, que j'écoute un film de Klaus Kinski, ça donne pas d'argent à Klaus Kinski quand il est mort. Fait. Pour revenir à Fincher, je pense que c'est vraiment, selon moi, son meilleur film ou mon préféré de la gang. Parce que, comme Fight Club, ça l'a plutôt mal vieilli, mettons, je te dirais. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Puis The Game est un film que j'ai vu. Ça, je l'ai vu quand j'étais jeune, puis je trouvais ça tellement incompréhensible que j'haïssais ça. J'étais ben trop jeune pour le voir, tu sais. J'étais vraiment pas au bon âge pour le voir, dans le sens que, tu sais, j'étais comme, moi, je comprends ça des films. Puis là, quand je l'ai vu, je comprenais rien. Ça doit être un mauvais film parce que si tu peux pas m'en passer une, moi, j'ai 13 ans. Fait que, fait que là, genre, je pense pas que je l'ai revu depuis. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Ça pourrait être un autre qui se connecte à Zodiac. Mais, on va voir. Mais je pense que c'est son meilleur, puis c'est vraiment, ça démontre vraiment là, c'est la souplesse de tous les muscles que David Fincher peut utiliser quand il fait un film. Ben, une chose, pour parler des acteurs, dans le fond. Oui, absolument. Tu sais, dans les 2-3 dernières années, Jake Gyllenhaal, il a viré totalement Coco Banane. Il fait juste des films weird où il est tout en train de crier. Puis, depuis le film où il filme des accidents. Là. Nightcrawler. Bon, depuis Nightcrawler, mettons. Il est rendu comme. Presque tous ses films sont étranges. C'est des grosses performances. Puis j'étais comme, ça arrivé récemment. Puis j'ai regardé Zodiac. Puis j'étais comme. Peut-être que peut-être qu'il a commencé ça avant que je pensais. Tu le vois sortir du cocon un peu dans Zodiac. Ouais. C'est parce qu'au début, il est comme naïf, tendre, mais un petit peu weird. Mais là, ça sort lentement. Là. Ouais. Puis je me souviens en 2007, quand Zodiac est sorti, c'était pas longtemps après. J'ai de la misère avec les titres de films aujourd'hui. L'affaire de Cowboy Gay de Ang Lee, Brokeback Mountain. Oui. Puis Brokeback Mountain, c'était un peu comme. C'était une joke un peu dans ce temps-là. C'était un peu. Brokeback Mountain, le film de Cowboy Gay. Puis, même s'il est vraiment bon là-dedans, lui et Heath Ledger sont crissement bons. Là, c'est d'excellentes performances. Puis c'était un peu comme. Jake Gyllenhaal, il est jeune, il est beau. C'est un teeny bopper un peu. Là, il est pas. Puis ça, c'était un peu comme, Brokeback Mountain, Zodiac, il essaie d'être plus sérieux. Puis finalement, ça l'a vraiment un peu comme ouvert les portes pour la carrière qu'il a maintenant. Parce que on pourrait quasiment dire qu'il y a un avant Zodiac puis un après Zodiac pour Jake Gyllenhaal. Qui n'a jamais été vraiment un acteur qui fait, mettons, des comédies romantiques puis des shit de même. Là. Non, il a l'air d'avoir tout de même bypassé ça. Hein. Il a sauté par-dessus ça. Au début, après Donnie Darko, il y avait des. Il est dans The Good Girl avec Jennifer Aniston, puis dans Moonlight Mile. C'est des films un peu quétaines de studio de ce temps-là. Là, The Day After Tomorrow. Il a fait des blockbusters, puis tout, mais il n'a jamais été comme on parle justement quelqu'un qui veut se diversifier. C'est la même ligne, mais c'est pas la même ligne que The Rock. Là, en tout cas. Non. Mais, il a essayé, il a été dans Prince of Persia, puis il a fait OK, ça va être correct. Ouais. Ben, c'est ça, exact. Fait que je pensais, mettons, à Velvet Buzzsaw, qui est un film de Netflix qui est sorti l'année passée. Ouais, l'année passée. Qui est pas bien bon. Qui est par Dan Gilroy, qui a fait Nightcrawler aussi. Mais Jake Gyllenhaal dedans, je suis comme, écoute, ça c'est une des bonnes affaires de Netflix. Faire un film quand même ordinaire, une satire du monde de la mode et de l'art moderne, quand même pas tant intéressante, mais si tu me laisses Jake Gyllenhaal faire ce qu'il fait dans ce film-là, c'est correct que Netflix existe. T'sais. C'est une source intarissable du monde qui en font trop pour passer. Là. C'est comme. Fait que, moi, j'allais bien pour ça. Dans Zodiac, il n'est pas vraiment rendu là, mais il y a quand même la base de ça. Puis, une chose aussi qui est quand même importante à dire, c'est que c'est un peu le blueprint de Tony Stark qu'on voit ici. Là. Oui. Ce que Robert Downey Jr. fait là-dedans, c'était comme C'était un de ses films avant qu'il revienne avec Iron Man. Puis, je pense qu'il a dû faire ça peut-être
un peu en même temps que Kiss Kiss Bang Bang ou C'est un peu après, ouais. un peu après, parce qu'on dirait qu'il y a déjà son goût de Tony Stark. Mais oui, j'ai remarqué ça. Quand j'ai vu le film, ça m'a vraiment marqué à quel point que il fait tout ce qu'il va faire, puis tout ce qu'il a fait de lui comme une grosse star, excepté avoir une armure en CGI. Tu sais, c'est être comme coquin, asshole, sarcastique, mais tout de même vraiment charmant. Tu sais, tout est là. Tout est là, puis c'est intéressant de voir comment il avait toutes les clés pour être la star qui est maintenant. C'est juste que là, fallait juste que ça pop ailleurs, tu sais. Quand j'étais sur Letterboxd, il y avait la plus récente review de comme un des Letterboxd teens là, de comme 14 ans qui ont vu pas beaucoup de films puis sont tout le temps mystifiés par tout. C'était comme pourquoi Robert Downey Jr. se joue dans tous les films. T'sais, pourquoi il joue son propre rôle. Puis moi, je suis comme, il est peut-être comme ça, mais à cette époque-là, c'était pas comme ça qu'il était dans les films. T'sais, dans quelques films, là, je regarde, Scanner Darkly, il fait un peu ce personnage-là, un gars qui parle fort, parle vite, un peu drogué, là, tout croche. Qu'est-ce que c'est Bang Bang aussi, très cocky, drogué, un peu sous. À son pic, là, dans les années 90, c'était pas ça pantoute, là, Natural Born Killers. Ben oui, OK, Natural Born Killers un peu, mais Chaplin, mettons, ou les comédies romantiques. Il y a un film avec des anges, là, ouais, c'est des âmes ça. perdues. Oui, Là, Hearts and Souls. oui, que j'ai vu. Il est super sincère là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Puis, il faisait encore un peu ça dans sa run de sobriété et de genre, je ne voudrais plus aller en prison, s'il vous plaît, les amis. Mm-hmm. Je pense que Zodiac définit vraiment cette personnalité-là parce qu'après ça, tu regardes. Là, il fait plus beaucoup de films, là, honnêtement, depuis qu'il a. Son débit de films non Marvel a vraiment ralenti. Là. C'est de Judge, de Soloist, puis Tropic Doolittle. Thunder. Tropic Thunder. Ouais. Due Date. Ah oui, c'est vrai. Hey, Chris, ça, là, Due Date, là, parle-moi d'une affaire qui est dans C'est de le, la style de marde. C'est vraiment le trou mauvais. à mémoire. Ouais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est sûr que c'est pas ça qu'on fait la semaine prochaine. Non, c'est clair. mais tu sais, puis les Sherlock Holmes, tu sais, toute cette personnalité cocky, cool, ça vient pas mal de Zodiac dans un rôle qui est comme un peu flashy, tu sais, dans un sens, parce que tu sais, il est beaucoup dans le. Tu sais, ça, il est dans le être sous puis être batté puis pas porter de souliers puis des longs pants puis tout là. Puis, Mais j'envoie chier mon boss, mais le boss, il aime ça. c'est ça. Mais reste que c'est ça, c'est la base de ce qu'on va voir plus tard se retrouve vraiment, je pense, dans Zodiac. Puis Mark Ruffalo aussi, tu sais, qui à cette époque-là il commençait à être connu, mais tu sais, c'était pas. On n'avait pas encore la personnalité, mettons, qu'on associe à Mark Ruffalo maintenant, de genre de gars de gauche qui veut sauver les baleines, puis tu sais, il est un dreamy daddy. Ouais. Il n'était pas rendu là encore. Un marmonneur gentil. C'est ça. Il marmonne énormément dans ce film-là, par contre. Moi, je l'ai vu, c'est ça. J'ai vu Zodiac au cinéma quand c'est sorti. C'est pour ça que je parle de la perception et ainsi de suite. Là. Puis je me souviens, en tout cas, je me souviens certainement que Robert Downey Jr. on était comme, OK, he's back pour vrai. Là. Ça sent, c'est fait. Là. Même si, là, en le réécoutant hier, j'étais comme, il n'est pas tant dans le film que ça. Puis il est un peu accessoire. Là, il est un peu du paprika dans le film. Là, un film plus plate et plus inutile aurait peut-être splitté les tâches de ce personnage-là sur deux Anthony Edwards là, de plus. Puis, OK, ouais. Mettons un Josh Charles, puis Josh l'autre, là. Josh Charles, puis Pete Krause. Ouais, voilà. Réunir Sports Night. C'est ça, ce serait parfait. Ça serait parfait. Fait deux personnages. Il y en a un qui est sous, puis il y en a un qui est journaliste, puis ces deux-là, ils font la même affaire. Là, mais en tout cas, mais oui, mais j'ai trouvé ça comme vraiment le fun de le voir justement dans son ascendance. Puis aussi, justement, parce que je pense qu'on peut faire confiance à Fincher pour ça, tout de même une certaine restreinte. Parce que un autre réalisateur qui voit qu'il y a ça, il aurait fait comme au crime. Là, il faut c'est ça. Faut le mettre plus dans le film, même s'il est basé sur un vrai d'autre qui ne fait pas ces affaires-là. Il va le suivre jusqu'à la fin. Là. Ça, il prend des monologues dans une salle de meeting où il dessine des affaires. Là. C'est vraiment pas ça qui arrive. Tu sais, pour dire, genre, j'ai toujours trouvé que les scènes de meurtre dans le film détonnent un peu. Vraiment, ils sont tournés avec une caméra différente. Fait qu'ils ont un look différent. Mais aussi, tu sais, je trouve qu'ils sont extrêmement plus exploitation, film de genre que le reste du film. Puis je le pensais encore hier. Tu sais, je trouve que ça fonctionne.
Mais ça m'a quand même donné une certaine... ça m'a porté à réflexion. Tu sais, j'étais comme, as-tu besoin de voir les meurtres, là, si j'y pense? Là? Ben, je pense que pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Zodiac Killer, tu sais, ça met en relief ce qu'il a fait. Puis aussi, quand tu parles qui sont plus genrés comme style horreur, des affaires-là, tu as comme l'impression que là, c'est le film du Zodiac. Là, c'est le film où le Zodiac est comme le héros ou qui s'imagine être dedans. Là. C'est là que la fiction prend la forme du dude qui est dedans. Je veux dire, Mais par ailleurs, il n'y a jamais le même acteur dans le sceau du Zodiac. Pour pas qu'on Ah, puisse. ouais, c'est c'est très cool. C'est quelque chose que je me suis. Ben, en fait, c'est quelque chose. Moi, je l'ai regardé sur Amazon Prime, mais il est sur Netflix aussi, je pense. Oui, oui. Mais tu sais, Amazon Prime, ils ont un truc X-Ray. Tu Mhm. sais, quand tu payes sur pause, ça te dit qui est dans le shot en ce moment. Puis j'ai payé sur pause à un moment donné, puis là, ça me disait Zodiac 1. Puis là, j'étais comme Ah! Fait que c'est pas. Puis c'est aucun des acteurs qui sont suspectés d'être le Zodiac dans le film qui joue. C'est tous des autres acteurs. Dont un qui est Richmond Arquette, le moins connu de la famille, de la dynastie Arquette. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'ils sont tous un peu, ils parlent tous un peu pareil, mais tu te poses la question, genre, c'est-tu le même que tantôt? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est un bon move quand même. Ça, je ne savais pas. C'est cette fois que je l'ai appris en regardant la 4e fois. Ouais, mais ça, c'est vraiment nice. Aussi, j'ai trouvé la scène où ce que tu le vois dans un genre de costume de Zodiac. Ouais. Vraiment comme épeurante de voir ce genre de costume-là en plein jour. Ouais, comme au bord du lac. Là, Ouais, au bord du lac. Mais tu sais, zéro filmé pour que ce costume-là ait de l'air cool. Fait que ça rend tout ça vraiment plus épeurant. En tout cas, mais ça, j'ai vraiment bien gros aimé ça. Je trouve ça vraiment bien ficelé, bien fait. Je vais te passer à un trivia que je veux utiliser avant Vas-y. L'actrice qui joue la mère avec le bébé dans une des scènes de Zodiac, là, Oui. c'est Ione Sky, qui est par ailleurs la fille dans Say Anything. Mais elle, son père, c'est le chanteur Donovan qui chante la tune Hurdy Gurdy Man, qui commence et termine Zodiac. Et c'est son père, c'est tout. Excellent trivia. D'ailleurs, trivia. cette scène-là, ben, justement, pour en revenir à l'aspect comme procédure policière, je trouve que la fin que ça a, c'est comme une genre de fin comme downbeat que tu es rendu habitué de voir dans des Law and Order. Ouais. Tout ça. Mais il l'a tellement bien façonné avec le début du film que ça punch 100 fois plus. Encore là, si tu vois que Fincher comme élève du matériel qui est devenu, ou des conventions narratives qui sont devenues vraiment communes si tu consommes. Je pensais à tout dans le film, c'est tout il y a toujours eu du divertissement true crime documentaire. Mais ça l'a explosé, je te dirais. Dans les 10 dernières années, ça a vraiment comme explosé là, avec l'arrivée de Serial puis tout ça. Puis, mais il y a toujours eu Dateline à NBC, puis des documentaires d'après-midi à Canal D. Mais là, il n'y en a plus que jamais en forme de podcast, des affaires comme ça. Ouais, ben, en fait, je pense que c'est les restrictions de temps qui ont fait que ça a popé, tu sais. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas faire une série de... Quand tu es à la télé terrestrial, tu peux pas faire 4 épisodes sur un tueur parce que le monde, ils vont pas regarder la TV à 11h le soir pendant 4 jours, tu sais. Mais là, tandis que là, tu as des podcasts, tu as du streaming où tu peux mettre 8 épisodes de ce que tu veux. Tu peux faire un podcast en 40 parties de 2 heures, tu sais, puis le monde, ils ont le choix de tu n'as pas besoin d'attendre à ce que les yeux soient déjà arrivés devant la TV quand tu leur présentes. Ils vont le chercher. Fait que je pense que c'est ça qui a fait le... Mais ça, une fois de plus, Fincher était un peu avant son temps, en 2007, puis qui fait comme le podcast True Crime, mais en film vraiment nice, là, la détail, toutes ces affaires-là. Fait que, ça, vous vous attendez des voyeurs de vue. Des fois, des takes à moitié construites sur comment le cinéma est connecté à d'autres affaires, mais pas trop abouti, mais livré avec le plus d'honnêteté possible. Ouais. En tout cas, le True Crime, il y en a beaucoup. Zodiac, n'est-ce pas? Ben, c'est parce que moi, les gens qui écoutent pour la première fois ne savent pas, mais moi, j'ai quand même un intérêt pour le True Crime, mais pas vraiment. Tu sais, comme vous avez déjà reçu à Trois-Bières la dépoussiéreuse de crime. Oui, Annie Richard. Puis elle,
est beaucoup dans qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, c'est quoi la motivation de la personne. Tandis que moi, j'aime beaucoup plus l'aspect, mettons, urbain, communautaire du crime, tu sais. Comme le fait qu'un crime se passe quelque part, ça affecte autour. Quand tu tues quelqu'un dans un salon de barbier, mettons, ben il y a du monde qui l'ont vu ça arriver, puis il y a des voisins, puis en tout cas. Puis la scène où ce que Jake Gyllenhaal se fait finalement donner l'accès au evidence locker, puis il regarde tous les papiers, là. Ça, j'étais vraiment. Oh, j'étais excité. J'étais comme. J'étais jaloux de lui qui ouvre les boîtes, puis il regarde plein de rapports. J'étais comme, oh, il y a de l'accès que genre, je rêve d'avoir. Mais moi, c'est même pas pour genre essayer de régler, de comprendre un cold case. Là. Je veux juste être un senteux d'informations et d'affaires que je suis pas supposé voir. Faire, ouh, ceci. Fait que, je veux dire que c'est un petit film pour toi d'abord. Là. C'est plus dans tes tales qu'inespéré. Là. Ouais, mais c'est aussi un peu mathématique. Ça, j'aime pas ça. Des codes, des affaires. Parce que c'est comme ça que Robert Graysmith embarque dans l'affaire. C'est la lettre du Zodiac qui est plein de codes. Mm-hmm. C'est ça qui l'intéresse au début. Ça, je m'en calisse. Moi, tu me donnes ça, puis je m'en fous. Je veux pas regarder ça. Je veux même pas le regarder, ton esti d'affaires de code. Ça ne m'intéresse pas. Mais oui, la partie, trouver des détails qu'on aurait pu pas voir la première fois, et ainsi de suite, sur cette partie-là de Zodiac. La partie investigation de Zodiac et bureau, je te l'ai dit, genre, quand je le regardais, mais je suis comme, oh, ceci me rend horny pour des environnements de bureau. En partie parce que j'ai pas de job, mais aussi parce que, genre, cette idée de, comme, être pogné dans une genre d'enquête, d'avoir tellement d'informations, d'être saturé d'informations extérieures, ça, je trouve ça très cool. Ouais, moi aussi, ça me faisait penser à quand j'ai vu pour la première fois All the President's Men cet automne. Quand ils sont au New York Post, pas au New York Post, au Washington Post, puis tous les environnements rectilignes de bureaux, puis de pupitres, puis de monde qui travaille, puis le clac, de la dactylo, puis je suis comme, ah ouais, c'est nice. C'est nice d'être dans un bureau, c'est l'information. Ouais. L'information coule partout. Le City Beat. Toutes ces affaires-là, c'est magnifique. Ouais, non, je comprends vraiment, moi aussi, j'étais vraiment dans ce zone-là. Fait que, finalement, Alex, on peut dire que Zodiac, c'est à voir. Ah, absolument. Si vous ne l'avez pas vu, courez. En ce moment, il est sur Netflix et Prime, fait que vous n'avez aucune excuse. À part que si vous n'avez aucun des deux. Là. J'ai un DVD que je ne me sers pas, je peux vous l'envoyer si vous êtes vraiment désespéré. Mais c'est ça, fait que ouais, je trouve que c'est bon. Puis, je trouve que ça a rarement été égalé depuis ce temps-là. Même avec des séries, pour le temps que ça prend, là, je vais utiliser un mot. L'envergure que ça bat peut-être même Manhunter, mais je pense pas. Non, Manhunter, c'est quand même fucking bon, c'est quand même différent, mais c'est beaucoup dans les mêmes codes. Mais en tout cas, il y a peu de films avec ce genre d'approche qui sont aussi bons que Zodiac, selon moi. Absolument. Fait que, oui, c'est une recommandation des voyeurs de vue. Alors, on va terminer l'épisode. Les voyeurs de vue, premièrement, on espère que vous avez aimé ça. On a beaucoup aimé parler de ce film. Si vous aimez ce que vous entendez, on vous encourage à aller premièrement, à vous abonner au podcast selon la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. Et aussi, on vous invite à aller nous écrire un review sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Souvent, c'est iTunes. Alors, veuillez nous donner un 5 étoiles et nous écrire un review. Même si on a une 60aine d'épisodes derrière la cravate, les voyeurs de vue sont un tout nouveau podcast. Alors, on a besoin de vos reviews, de vos 5 étoiles pour populariser l'émission, pour que plus de gens le voient afin que l'émission prospère et que nous devenions des sommités dans la discussion cinématographique au Québec et même ailleurs. Mais alors, c'est ça. Parlez-en à vos amis, partagez-le sur vos médias sociaux. On est disponible à lesvoyeursdevue.com. On n'a pas encore d'autres présents sur d'autres plateformes, mais ça va peut-être changer. On va voir. Mais c'est ça. En attendant, on vous invite justement à nous donner un 5 étoiles, à parler de l'émission, partagez s'il vous plaît. Et aussi, écrivez-nous voyeursdevue.podcast@gmail.com si vous avez des opinions ou des pensées face aux voyeurs de vue, des suggestions, des critiques. On est preneurs.
Avant qu'on termine tout ça, Alex, les gens ils te trouvent où sur Internet? Oui, cultmontreal.com pour mes écrits. Ensuite, sur Twitter, je suis Alex Rose, 2 petites barres en dessous. Et partout ailleurs, Why Does It Exist? Instagram, Letterboxd et tout tralala. Wikipédia. Ouais. J'étais allé me loguer sur Wikipédia aujourd'hui. J'ai fait, hey, je m'appelle Why Does It Exist sur Wikipédia. Excellent. C'est ça. Vous pouvez me suivre à Athénée Belzile sur toutes les plateformes, surtout aussi sur Letterboxd, où je parle, où je note tous les films que je visionne, ainsi que sur Instagram, où il y a mes dessins de ma carrière d'illustrateur, ainsi que sur Facebook. Sur Twitter, il y a beaucoup de pensées de pop culture. Oui, hey, je ne suis pas habitué de terminer un nouveau podcast pour la première fois. Alors, merci. On espère que vous avez aimé ça. On ne sait pas encore ça va être quoi notre film de la semaine prochaine, mais ça va être lié soit par le réalisateur, le scripteur ou les acteurs à Zodiac. Puis on va avoir Guilla Saint-Cyr la semaine prochaine. On l'a annoncé dans le dernier épisode que Guilla Saint-Cyr allait être là. Ce n'est pas arrivé. Mais là, il va être là. Guilla Saint-Cyr du podcast On Jase de film. On Jase de film, aussi du Patreon des Mystérieux Étonnants. Absolument. Ouais, il va être là pour jaser d'un film inconnu. D'un film inconnu. Alors, gardez l'œil ouvert à la semaine prochaine pour voir quel sera ce film. Mais en attendant, on vous invite à aller voir des vues. Yeah!